Des scientifiques ont passé des décennies à collecter des échantillons d'ADN dans tous les coins de la planète. Des tribus autochtones de la forêt amazonienne, des communautés nomades des steppes mongoles, des populations insulaires isolées du Pacifique, des villages reculés de l'Himalaya. Ils ont séquencé des millions de marqueurs génétiques, construit la plus grande base de données jamais créée sur la diversité humaine, puis lancé l'analyse qui devait enfin répondre à la question que l'humanité se pose depuis des siècles. Ce qu'ils ont découvert a brisé toutes nos idées sur la race, l'ascendance et ce que signifie être humain. Les résultats étaient si inattendus que certains chercheurs ont d'abord cru que leur matériel était en panne. Les données montraient des schémas que personne n'avait prévus, des liens que personne n'avait vus venir et des révélations qui ont fait la une de toutes les grandes revues scientifiques du monde. Voilà ce que les scientifiques ont découvert lorsqu'ils ont comparé l'ADN de toutes les races de la Terre. Si cela vous aide, abonnez-vous. Je présente chaque semaine des découvertes scientifiques majeures comme celle-ci. Maintenant, parlons de ce que les données ont réellement révélé. Le projet sur la diversité du génome humain a commencé au début des années 1990 avec un objectif controversé. Il visait à collecter du matériel génétique auprès de populations autochtones avant que la mondialisation ne les fasse disparaître. Les critiques disaient que c'était contraire à l'éthique. Les partisans disaient que c'était essentiel. Mais tout le monde s'accordait sur un point. Ces données allaient changer tout ce que nous pensions savoir sur la variation humaine. Le projet a recueilli des échantillons provenant de plus de 1000 personnes, représentant 52 populations réparties dans 7 grandes régions géographiques: l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Asie de l'Est, l'Océanie et les Amériques. Chaque échantillon a été traité grâce à des technologies de séquençage avancées, capables de lire des millions de lettres génétiques en une seule analyse. Les données brutes remplissaient des fermes entières de serveurs, des pétaoctets d'informations en attente d'analyse. Quand les premiers résultats sont arrivés, les chercheurs ont remarqué quelque chose immédiatement. Les différences génétiques entre les soi-disant groupes raciaux étaient bien plus faibles que tout le monde ne l'avait imaginé. Une personne de Pékin et une personne de Stockholm peuvent paraître complètement différentes, avec une peau différente, des traits du visage différents, des textures de cheveux différentes. Mais au niveau de l'ADN, elles partageaient 99,9% de leur code génétique. C'est dans le 0,1% restant que les choses devenaient intéressantes. L'analyse a révélé que les catégories raciales traditionnelles n'avaient presque aucun fondement génétique. Une personne d'Afrique de l'Est pouvait partager plus de similarités génétiques avec une personne du sud de l'Europe qu'avec une personne d'Afrique de l'Ouest. Une population amérindienne de l'Amazonie présentait des marqueurs génétiques inattendus que l'on retrouvait aussi chez des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les cases bien nettes que nous avons créées pour parler de race n'existaient pas dans les données génétiques réelles. Mais la découverte la plus étonnante restait encore à venir. Les chercheurs ont trouvé que la plus grande diversité génétique sur Terre se trouve à l'intérieur de l'Afrique et non entre les continents, ni entre ce que nous appelons des races différentes. À l'intérieur même du continent africain. 2 personnes de villages éthiopiens voisins peuvent être plus différentes génétiquement l'une de l'autre qu'un Éthiopien pris au hasard et un Norvégien pris au hasard. Cela prenait tout son sens sur le plan de l'évolution dès qu'on comprenait l'histoire des migrations humaines. Les humains modernes sont apparus en Afrique il y a environ 300 000 ans. Pendant la majeure partie de ce temps, nos ancêtres sont restés sur le continent africain. Les populations se sont mélangées, séparées, adaptées à des environnements différents et ont accumulé des variations génétiques pendant des centaines de milliers d'années. La diversité génétique que nous observons dans le reste du monde n'est en réalité qu'un sous-ensemble de la diversité qui existait déjà dans les populations africaines avant que quiconque ne quitte l'Afrique. Quand de petits groupes ont finalement quitté l'Afrique il y a environ 70 000 ans, ils n'ont emporté avec eux qu'une fraction de la variation génétique totale. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Une petite population pionnière ne peut pas représenter toute la diversité génétique de sa population d'origine. Elle n'en est qu'un échantillon. Et cet échantillon devient la base de toutes les populations futures,
Dans les nouveaux territoires, imaginez ceci. Vous avez un sac contenant 100 billes de couleurs différentes qui représentent la diversité génétique africaine. Maintenant, prenez au hasard 15 billes et mettez-les dans un nouveau sac. Ce second sac représente la diversité génétique qui a quitté l'Afrique. Même si ces 15 billes se divisent ensuite en groupes différents et se dispersent à travers l'Europe et l'Asie, elles n'auront jamais plus de diversité que le sac d'origine qui en contenait 100. Les données ont confirmé ce schéma sur chaque route migratoire retracée par les scientifiques. Les populations devenaient moins diverses génétiquement à mesure qu'elles s'éloignaient de l'Afrique. Les populations européennes montraient moins de diversité que les populations du Moyen-Orient. Les populations d'Asie de l'Est montraient moins de diversité que celles d'Asie centrale. Les populations amérindiennes, qui avaient voyagé le plus loin et traversé le pont terrestre de Bering lors de l'une des dernières grandes migrations, montraient la plus faible diversité génétique de toutes. Mais la diversité n'était pas la seule surprise dans les données. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus inattendu lorsqu'ils ont examiné certains gènes. Les gènes qui contrôlent les traits visibles comme la couleur de peau, la texture des cheveux et les traits du visage représentent moins de 0,1% de notre génome total. Ce sont pourtant ces traits que nous utilisons pour catégoriser la race, ces traits qui ont alimenté des siècles de discrimination, d'esclavage et de génocide. Ils représentent une fraction minuscule, presque négligeable, de la variation génétique humaine. Et ces traits ont évolué très récemment dans l'histoire humaine. La mutation responsable de la peau claire dans les populations européennes n'est apparue qu'il y a environ 8000 ans. Les yeux bleus sont apparus encore plus récemment, il y a environ 6000 à 10 000 ans, à partir d'un ancêtre unique dans une région proche de la mer Noire. Les populations d'Asie de l'Est ont développé leur pli palpébral caractéristique par une voie génétique distincte qui n'a rien à voir avec les traits européens. Ces différences physiques sur lesquelles nous nous focalisons sont des adaptations évolutives extrêmement récentes à des environnements locaux. Ce sont des changements de surface, apparus en un clin d'œil par rapport à l'histoire totale de notre espèce. Pendant ce temps, les traits que nous ne voyons pas portent une complexité génétique bien plus grande. La résistance aux maladies, l'efficacité du métabolisme, le développement du cerveau, le fonctionnement du système immunitaire. Ces traits présentent d'énormes variations à l'intérieur de chaque groupe de population. On ne peut pas prédire l'intelligence, les capacités sportives ou les risques de santé d'une personne à partir de son apparence. Les gènes qui comptent pour ces traits sont répartis de manière aléatoire dans toutes les populations humaines. La recherche a aussi révélé autre chose qui remettait en cause les croyances populaires sur l'ascendance. La plupart des gens portent une ascendance génétique issue de plusieurs régions géographiques. Une personne qui s'identifie comme chinoise peut porter des marqueurs provenant de populations d'Asie centrale. Une personne qui s'identifie comme européenne peut porter une ascendance moyen-orientale. Une personne des Caraïbes a presque certainement un mélange d'ascendance africaine, européenne et autochtone des Amériques. Ce mélange génétique n'est pas un phénomène moderne causé par la mondialisation. Il existe depuis toute l'histoire humaine, chaque fois que des populations entraient en contact. Les études d'ADN anciens ont révélé que les Européens d'aujourd'hui portent du matériel génétique provenant d'au moins 3 populations ancestrales distinctes. Les premiers agriculteurs européens, les chasseurs-cueilleurs autochtones et les éleveurs Yamnaya des steppes eurasiatiques. Aucun de ces groupes n'était pur ni isolé. Ils étaient déjà eux-mêmes le résultat de mélanges plus anciens. Le même schéma est apparu partout où les scientifiques ont regardé. Les populations d'Asie de l'Est portent une ascendance issue de plusieurs vagues migratoires. Les habitants des îles du Pacifique descendent d'au moins 2 événements distincts de colonisation, mêlant des navigateurs austronésiens et des populations autochtones. Même les populations que nous imaginons isolées montrent des traces de flux génétiques venant de groupes voisins sur des milliers d'années. Les données ont complètement démoli le concept de pureté raciale. Il n'a jamais existé de race pure.
Il n'a jamais existé de population isolée qui ne se soit pas mélangée avec d'autres, si on lui laisse assez de temps et d'occasion. Toute l'idée selon laquelle on pourrait tracer des lignes génétiques nettes entre des groupes raciaux s'effondre face à l'analyse génomique. Mais si la race n'est pas génétique, pourquoi voyons-nous des différences physiques aussi évidentes entre les populations? La réponse se trouve dans l'adaptation aux environnements locaux. Quand les populations humaines se sont répandues à travers le monde, elles ont rencontré des climats, des altitudes, des niveaux d'exposition au soleil et des pressions de maladies très différents. La sélection naturelle a favorisé les traits qui amélioraient la survie dans ces conditions précises. La peau foncée protégeait contre les rayonnements ultraviolets intenses près de l'équateur. La peau claire permettait une meilleure synthèse de la vitamine D dans les latitudes nord où la lumière du soleil est plus faible. Le pli épicantique dans les populations d'Asie de l'Est a peut-être aidé à protéger les yeux contre les vents froids et l'éblouissement de la neige. Ces adaptations se sont produites indépendamment dans différentes populations confrontées à des pressions environnementales similaires, selon un schéma connu sous le nom d'évolution convergente. Les populations du sud de l'Inde et les aborigènes d'Australie ont toutes deux évolué vers une peau foncée, alors qu'elles sont génétiquement distinctes et géographiquement séparées. Leur couleur de peau a évolué de manière convergente parce que les deux groupes vivaient dans des régions à forte exposition solaire. Les mutations génétiques sous-jacentes, qui ont produit la peau foncée dans chaque population, sont différentes. Elles sont arrivées à la même solution par des voies génétiques différentes. Les scientifiques appellent cela l'évolution convergente. C'est la même raison pour laquelle les dauphins et les requins ont tous les deux un corps profilé et des nageoires, alors que l'un est un mammifère et l'autre un poisson. Des pressions environnementales similaires produisent des solutions semblables, même lorsque la biologie sous-jacente emprunte des chemins différents pour y parvenir. L'histoire de l'adaptation environnementale devient encore plus intéressante lorsqu'on examine des traits qui ne suivent pas des schémas géographiques simples. La capacité à digérer le lactose à l'âge adulte apparaît dans des populations qui, historiquement, élevaient des bovins laitiers, notamment les populations du nord de l'Europe, les groupes pasteurs d'Afrique de l'Est et certaines communautés d'Asie centrale. Mais elle est absente dans la plupart des populations d'Asie de l'Est et dans de nombreux groupes africains, même si ces régions sont géographiquement proches de populations qui possèdent ce trait. Ce trait s'est répandu en fonction de la culture et des pratiques d'élevage laitier et non en fonction de catégories raciales. L'adaptation à la haute altitude montre des schémas similaires. Les populations tibétaines ont développé des changements génétiques qui les aident à traiter l'oxygène plus efficacement à des altitudes extrêmes. Les populations andines d'Amérique du Sud ont évolué vers d'autres adaptations génétiques pour obtenir le même résultat. Les deux groupes peuvent survivre à des altitudes qui provoqueraient de graves problèmes de santé chez des populations de basse altitude. Mais ils y sont parvenus par des mécanismes génétiques complètement différents, parce qu'ils se sont adaptés indépendamment à des défis environnementaux semblables. Les données génétiques ont révélé une autre découverte cruciale que les chercheurs ont eu du mal à expliquer au départ. Certains traits génétiques associés à une sensibilité accrue à certaines maladies se regroupent bien dans certaines populations géographiques. La drépanocytose apparaît plus fréquemment chez les personnes ayant une ascendance ouest-africaine. La maladie de Tay-Sachs est plus fréquente dans les populations juives ashkénazes. La mucoviscidose touche davantage les populations européennes que d'autres. À première vue, ces schémas semblent soutenir l'idée que la race aurait une signification génétique. Mais une analyse plus approfondie a raconté une autre histoire. Ces variants liés à la maladie ne se sont pas répandus à cause de la race. Ils se sont répandus parce qu'ils procuraient des avantages de survie contre des menaces locales bien précises. La mutation de la drépanocytose protège contre le paludisme, qui était endémique en Afrique de l'Ouest. Le fait de porter une seule copie du gène offrait une résistance au paludisme, sans provoquer la maladie drépanocytaire. La sélection naturelle a favorisé cette mutation dans les régions où le paludisme était un tueur majeur, quelle que soit la catégorie raciale que nous attribuerions à ces populations.
Le même mécanisme explique d'autres regroupements géographiques de maladies. Ils ne sont pas la preuve de différences génétiques fondamentales entre les races. Ils sont la preuve de réponses évolutives locales à des menaces environnementales précises. Une personne ouest-africaine et une personne du sud de l'Europe venant d'une région historiquement touchée par le paludisme peuvent toutes deux porter des gènes de résistance au paludisme, même si elles sont classées dans des races différentes. Pendant ce temps, deux personnes que nous classerions dans la même race peuvent avoir des susceptibilités très différentes aux maladies si leurs ancêtres venaient de régions soumises à des pressions infectieuses différentes. Les données génomiques ont remis en cause de manière fondamentale la pratique médicale consistant à utiliser la race comme indicateur du risque génétique. Un médecin qui suppose que tous les patients d'une certaine race partagent les mêmes risques génétiques de maladie fait des suppositions dangereuses qui ne sont pas soutenues par la science réelle. Les tests génétiques individuels fournissent une évaluation des risques bien plus précise que les catégories raciales. Alors, si la race n'est pas génétique, d'où vient ce concept? L'idée de race humaine distincte est apparue au 18e et 19e siècle, lorsque des scientifiques européens ont essayé de classer la diversité humaine de la même manière qu'ils classaient les plantes et les animaux. Ils ont créé des hiérarchies fondées sur l'apparence physique et les pratiques culturelles. Ils ont classé les races selon un ordre prétendu de supériorité. Ils ont utilisé ces classifications pour justifier le colonialisme, l'esclavage et le génocide. Ces premiers théoriciens de la race prétendaient suivre une observation scientifique objective, mais leurs conclusions étaient façonnées par les préjugés et les structures de pouvoir de leur époque. Ils voyaient des différences de technologie et d'organisation sociale entre les populations et attribuaient ces différences à une infériorité biologique innée plutôt qu'à des circonstances historiques et environnementales. Ils ont transformé des différences culturelles temporaires en catégories génétiques permanentes. La génétique moderne a complètement démonté ces hiérarchies raciales. Les traits que les premiers théoriciens de la race utilisaient pour définir et classer les races n'ont aucune corrélation avec l'intelligence, la moralité, le niveau de civilisation ou toute autre mesure de la valeur humaine. Les faibles différences génétiques qui existent entre les populations sont neutres ou bien adaptatives face à des conditions locales. Elles ne soutiennent aucun classement entre groupes supérieurs et groupes inférieurs. Mais peut-être que la découverte la plus importante issue de la comparaison de l'ADN entre populations n'est pas ce que nous avons trouvé. C'est ce que nous n'avons pas trouvé. Les scientifiques n'ont pas trouvé de justification génétique aux frontières. Ils n'ont pas trouvé de soutien au nationalisme racial. Ils n'ont pas trouvé de preuve qu'une population serait plus évoluée ou plus humaine qu'une autre. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est une seule espèce avec une origine commune récente et un héritage génétique partagé qui rend toutes nos différences superficielles insignifiantes à plus grande échelle. La comparaison de l'ADN a révélé que le temps moyen qui nous sépare de notre ancêtre commun le plus récent n'est que d'environ 3000 ans. Cela signifie que si vous remontez seulement 120 générations, vous trouverez un ancêtre lié à littéralement chaque personne vivante aujourd'hui. Votre arbre généalogique et celui d'une personne vivant à l'autre bout du monde se rejoignent à un moment très récent du passé. En remontant plus loin, jusqu'à environ 7000 ans, toutes les personnes vivant aujourd'hui partagent exactement le même ensemble d'ancêtres. Toute personne vivant en 7000 avant notre ère qui a encore des descendants aujourd'hui est un ancêtre des 8 milliards d'êtres humains actuellement vivants. Cette population de l'ancienne Mésopotamie, ces agriculteurs de la vallée du fleuve Jaune, ces chasseurs-cueilleurs du sud de l'Afrique, s'ils ont des descendants parvenus jusqu'au présent, vous êtes l'un de ces descendants, et tout le monde sur Terre aussi. Cette découverte détruit l'idée de lignées ancestrales pures. Vous ne descendez pas d'une seule population ancienne. Vous descendez de toutes. Votre ascendance n'est pas une ligne droite remontant vers un seul point d'origine. C'est une toile qui englobe tout l'arbre généalogique de l'humanité. La seule raison pour laquelle vous pourriez vous identifier plus fortement à une population ancestrale qu'à une autre, c'est la transmission culturelle, pas la génétique.
Les données génétiques ont aussi révélé des liens inattendus entre des populations séparées par d'immenses distances. Certaines populations amérindiennes portent des marqueurs génétiques retrouvés chez des populations sibériennes, ce qui confirme les routes migratoires à travers le pont terrestre de Bering. Mais elles portent aussi des traces d'un ancien flux génétique provenant de populations apparentées aux aborigènes d'Australie et aux Papous de Nouvelle-Guinée. Comment du matériel génétique venu d'Océanie s'est-il retrouvé dans les Amériques il y a des dizaines de milliers d'années? Les scientifiques reconstituent encore cette histoire, mais les données prouvent que les migrations humaines furent bien plus complexes qu'une simple expansion linéaire hors d'Afrique. L'histoire génétique de l'Europe montre des surprises similaires. L'ADN ancien extrait de squelettes européens a révélé que les Européens modernes ne descendent pas des chasseurs-cueilleurs d'origine qui ont d'abord colonisé le continent. Ces populations ont été en grande partie remplacées par des agriculteurs venus d'Anatolie il y a environ 9000 ans. Puis ces populations agricoles ont été partiellement remplacées par des pasteurs venus des steppes il y a environ 5000 ans. Les Européens modernes sont un mélange génétique d'au moins 3 vagues de populations différentes, dont aucune ne savait qu'elle était européenne parce que l'Europe comme identité culturelle n'existait pas encore. L'histoire génétique de l'Asie de l'Est montre des schémas tout aussi complexes. La population Han de Chine, souvent traitée comme un groupe racial homogène, représente en réalité un mélange de populations du Nord et du Sud, qui ont fusionné au cours de milliers d'années d'expansion impériale et d'unification culturelle. La diversité génétique à l'intérieur de la Chine rivalise avec la diversité génétique de toute l'Europe. Classer plus d'1 milliard de personnes comme une seule race ignore l'immense variation cachée sous des ressemblances de surface. La comparaison mondiale des échantillons d'ADN a détruit tous les arguments scientifiques en faveur de la supériorité ou de la séparation raciale. Elle a révélé que la variation génétique humaine est continue et non catégorielle. Elle a montré que les populations se fondent les unes dans les autres sans frontières nettes. Elle a prouvé que les différences à l'intérieur de n'importe quel groupe racial supposé sont plus grandes que les différences moyennes entre groupes. Plus important encore, elle a confirmé ce que les anthropologues et les biologistes de l'évolution disent depuis des décennies. La race est une construction sociale, pas une réalité biologique. Les catégories que nous avons créées pour diviser l'humanité ne correspondent pas au véritable schéma présent dans notre ADN. Nous avons inventé la race pour justifier des hiérarchies sociales. Puis, nous nous sommes convaincus que ces hiérarchies reflétaient des divisions biologiques naturelles. Les données génétiques prouvent qu'elles n'ont jamais existé. Cela ne veut pas dire que le racisme n'a pas d'effet bien réel. Les catégories sociales fondées sur la race ont façonné pendant des siècles l'accès aux ressources, aux opportunités et au pouvoir. Les expériences vécues par les personnes classées dans des groupes raciaux différents sont profondément différentes, même si le fondement génétique de ces catégories n'existe pas. Comprendre que la race n'est pas génétique n'efface pas les conséquences sociales et économiques très réelles du racisme. Mais cela signifie que nous ne pouvons plus nous cacher derrière des affirmations de différences naturelles ou de destin biologique. Il n'existe aucune explication génétique au fait que certains groupes détiennent le pouvoir et que d'autres ne l'ont pas. Il n'existe aucune raison fondée sur l'ADN pour que les ressources soient maintenant réparties de manière inégale. Les écarts que nous observons dans la richesse, la santé, l'éducation et les opportunités sont le produit de systèmes sociaux historiques et toujours actifs, et non le résultat inévitable de différences génétiques entre les populations. Les scientifiques qui ont comparé l'ADN de tous les coins de la Terre nous ont donné un outil pour démanteler des siècles de racisme pseudo-scientifique. Ils ont prouvé que sous nos différences superficielles, nous sommes bien plus semblables que différents. Ils ont montré que la diversité humaine est un magnifique spectre d'adaptation et de variation, et non une hiérarchie du meilleur et du pire. Ils ont confirmé que nous faisons tous partie d'une seule famille humaine, avec une ascendance commune et un avenir commun. Les résultats n'ont pas seulement choqué tout le monde. Ils ont changé tout ce que nous pensions savoir sur ce que signifie être humain.
Et ils nous ont donné les preuves nécessaires pour enfin dépasser la fiction destructrice de la race biologique. Ce que nous choisissons de faire de ces preuves nous appartient